Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec les chauffeurs de taxi qui crient le ras-le-bol. Ils dénoncent notamment la présence de transports irréguliers. Ils invitent la tutelle à veiller à la régulation du secteur des transports. Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal était dans les rues de Dakar ce matin, suivant les précisions avec Khadija Ndadjoufa. Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal a déroulé ce dimanche son premier plan d'action. Il déplore un secteur en déclin. Le motif de cette grève est que notre métier commence à sombrer aujourd'hui à cause de l'illégalité qui est tolérée. Nous n'avons pas de plan de carrière. Nous, les chauffeurs de taxi, nous ne sommes pas embauchés, ne bénéficions même pas des bourses de sécurité sociale. Nous accès ci IPM ak caisse de sécurité sociale. Le syndicat des chauffeurs de taxi dénonce aussi la présence de nombreuses applications de transport qu'il juge illégales. Dans un plan de carrière pour pouvoir au moins être embauché, avoir les papiers nécessaires afin de pouvoir au moins avancer dans leur travail. Ils réclament aussi les plateformes qui existent au Sénégal. Ils n'ignorent pas les plateformes. Ils souhaiteraient que ces plateformes soient régularisées. Et c'est sur ce, en tant que membre de la Confédération syndicale, que nous réclamons à l'endroit de nos autorités qu'ils essaient au moins de régulariser ces plateformes. Ces derniers réclament également le renouvellement de leur parc automobile. Nous voulons le renouvellement du parc automobile. Il parle de 50 milliards de francs CFA pour renouveler les parcs automobiles. Où sont ces milliards? Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal déplore aussi la présence des mototaxis qu'il considère comme inhabilités à transporter des êtres humains. C'est des choses qu'on doit régulariser, qu'on doit ignorer, surtout en pleine capitale. Une autre revendication concerne un entrepôt de matériel militaire de l'Organisation des Nations Unies à la cité d'Abar de Keur Ndiaye-Lo dans la commune de Sangalkam. Le matériel militaire en question suscite des inquiétudes parmi les populations locales venues s'enquérir de la situation. Le député Guy Marius Sagna évoque un défaut de communication. Nous suivons ses précisions. Oui, ces populations-là ont raison de dire qu'elles sont des citoyens et qu'elles doivent être informées avant que ce matériel imposant de l'ONU soit parqué ici, soit entreposé ici. Je crois que le premier problème a été d'abord un problème de communication, a été d'abord un problème pour que l'État sache que même avec ses propres enfants, il y a une manière dont on ne se comporte pas, a fortiori avec le peuple souverain qui habite ici à Keur Ndiaye-Lo, qui habite ici à la cité d'Abar. Vous l'avez vu, nous l'avons vu, il y a encore un matériel entreposé dans ce hangar-là et qui, disons-le tout net, peut faire peur parce qu'il s'agit d'engins de guerre, il s'agit de chars de combat, etc. Et les populations, ne sachant pas, n'ayant pas vu ce qu'il y a dans ces containers-là, ont des raisons d'être inquiètes et c'est à l'État de les rassurer et c'est à l'État de leur dire tout simplement la vérité. Et pourquoi pas, je l'ai dit devant elles, les populations, ou en tout cas une partie de ces populations, doit être admise à pouvoir visiter ce hangar, à regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce conteneur. Mais nous sommes aussi venus ici pour dire plus jamais ça. Plus jamais de détournement d'objectifs. Si un hangar a été fait pour des oignons, si un hangar a été fait pour parquer des pommes de terre, eh bien ce hangar-là ne doit pas recevoir du matériel de guerre. Un an, jour pour jour, nous assistions ici au Sénégal à la profanation d'un temple du savoir. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar avait été saccagée. Les dommages causés étaient importants, un mauvais souvenir dans la mémoire collective. Nous sommes retournés sur les lieux du drame. Les séquelles sont toujours perceptibles, affectant des années académiques. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souviennent encore de ces périodes sombres. Les détails avec Khadija Ndadjoufa. Juin 2023, l'université Cheikh Anta Diop a connu une période sombre. Le temple du savoir a été saccagé avec de nombreux dégâts. Mamadou Diallo, étudiant, revient sur les faits.
On peut dire alhamdulillah, c'était des moments vraiment où tout le monde était déstabilisé, surtout moi qui étais dans le campus. J'ai vécu tous les moments. Ça s'est passé sous mes yeux et c'était vraiment le chaos total au sein du campus. Un an plus tard, l'université Cheikh Anta Diop retrouve petit à petit son visage d'avant. Mais ces saccages ont malgré tout laissé des séquelles. Et aujourd'hui, on voit que nous sommes trop en retard, surtout nous qui sommes à la faculté des droits. On est trop en retard par rapport aux autres facultés. Cela est dû, par exemple, aux saccages qui ont été faits. Par exemple, nous, si on prend notre cas, notre chapiteau là où on devait faire les cours, c'est saccagé complètement jusqu'à présent, les travaux ne sont pas encore achevés. Donc tout ça est dû aux événements de juin dernier. Plus jamais ça, disent les étudiants qui ont enfin compris qu'on ne peut rien régler par la violence. Cheikh Ahmadou Bamba est parmi eux. Nous, actuellement, nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Quand il y aura ces genres d'affaires, je pense que le saccage ne serait pas la bonne solution. Désormais, ils se donnent à fond pour protéger leur université. Et nous faisons face à cela. S'il y aura des intrus dans l'espace, nous alerterons les autorités compétentes pour qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires là-dessus. Et je pense que aussi les dispositions sécuritaires ont été renforcées au niveau de la porte d'entrée, mais aussi au niveau de l'alentour de l'université Cheikh Anta Diop. Le 1er juin 2023, l'université Cheikh Anta Diop a été balafrée. Une année après, seul un sentiment de regret anime ses étudiants. Et puis nous restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément au CESTI, le centre d'études des sciences techniques de l'information avait subi le même sort. Un appel à la solidarité a permis donc au centre donc qui forme notamment des journalistes, de récolter plus de 25 millions de francs CFA, un montant donc qui a permis la rénovation du bâtiment principal, informe son directeur. Mais Mamadou Ndiaye espère une participation de l'État. Il est joint au téléphone par Cheikh Diop. Grâce à la solidarité et au travail acharné des diplômés, au travail acharné de l'administration, au travail acharné du personnel et de toutes les bonnes volontés, nous avons pu réunir une somme conséquente et nous avons pu faire la réparation du bâtiment principal. Ce bâtiment aujourd'hui, si vous le voyez, ça fait notre fierté. C'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que depuis ce jour-là, nous n'avons pas vu la présence de l'État. Nous n'avons pas vu l'appui de l'État. Et je pense que aujourd'hui, si le président Macky Sall a pris l'initiative de mettre en place une loi d'amnistie, on n'y peut rien. Mais aujourd'hui, on est sûr qu'il n'y aura pas de justice à ce niveau-là. Mais l'État, au moins, devrait venir en appui, venir en aide. Le CESTI, principalement parce que nous avons perdu quand même plus de 200 millions en matériel et en véhicules. Nous n'avons plus de véhicules pour faire les reportages, nous n'avons plus de véhicules pour transporter les étudiants, mais aussi et surtout venir en appui l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que cet établissement-là a perdu au moins 30 bus et d'autres bâtiments. Le bureau régional des programmes d'anglais de l'ambassade des États-Unis à Dakar a effectué une visite à Gaoudé-Bofé, une localité située dans le département de Kanel. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet d'enseignement de l'anglais dans les établissements scolaires du Sénégal et de la sous-région, bien sûr, plus connu donc sous le nom de RELO, Regional English Language Office. Le principal a saisi donc l'occasion de la présence de ses hôtes pour faire part donc de quelques doléances du CEM. Suivons les précisions avec Amadou Mardiallo. Une délégation du bureau régional des programmes d'anglais de l'ambassade des États-Unis à Dakar s'est déplacée à Gaoudé-Bofé, une localité de la commune de Bokiladji, dans le cadre d'un programme éducatif plus connu sous le nom de RELO, Regional English Language Office. La directrice du programme, Dawn Roger, est revenue sur l'importance de cette visite. Aujourd'hui, je voudrais voir comment ça va, les élèves et les étudiants peuvent parler l'anglais et qu'est-ce qu'on a à faire avec l'école ici parce que j'ai entendu que c'est une nouvelle école. Alors, je voudrais voir l'espoir des étudiants, l'espoir pour l'avenir. Ils ont l'opportunité avec leurs professeurs
Et je suis ici pour encourager, pour motiver. Le principal du DCM, Amadou Diong, après avoir magnifié la présence de la délégation américaine, n'a pas manqué de lister les doléances de l'établissement. Plan pédagogique aussi, on sait que nous sommes logés dans l'école élémentaire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas aussi de matériel pédagogique, comme on n'a pas de photocopieuse, on n'a pas aussi d'imprimante. Après tout ça, on est en train de faire nos mieux pour vraiment que les enseignements apprentissages s'en suivent. Cette visite de la délégation américaine, le CM de Gao de Bofé la doit à son professeur d'anglais grâce aux activités. Par des questions très simples qu'on pose aux élèves, que voulez-vous devenir? Beaucoup d'entre eux, surtout la mère élève, I want to become a housewife, je veux devenir une femme ménagère. Je dis, donc il y a un problème. Si la mère élève veut devenir une femme ménagère, il y a un problème. Maintenant, c'est dans ce sens qu'on a dit, il faut au moins faire un programme. La fierté était que lorsque nous étions à Agnam, quand on les demande maintenant, what do you want to become? Elles disent, je veux devenir professeur. Je veux devenir... Et on avait même écrit un article là où on l'a partagé avec beaucoup de personnes au Sénégal et que les gens ont lu ça. Le bureau régional des programmes d'anglais de l'ambassade des États-Unis à Dakar a pour mission de contribuer au renforcement des capacités des professeurs d'anglais du Sénégal et des 13 autres pays de la sous-région. Une façon de rehausser le niveau des élèves en anglais. Ça, c'est la tradition de ça. It's very, very nice. It's very, very, very nice. Voilà. Musique. DJ. Musique. Voilà, on fait alors. Des préconisations donc pour la pérennisation de l'anglais au Sénégal. Et pour la survie de la presse au Sénégal, il faut adopter la nouvelle loi sur la publicité. C'est un début de solution pour sortir les médias de la précarité. C'est selon le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Mamadou Thior ajoute qu'il faut ensuite faire en sorte que le Fonds d'appui et de développement de la presse joue un rôle de garantie pour les entreprises de presse auprès des banques, ce qui leur permettrait de lever des fonds. Et sur l'amnistie fiscale, le journaliste est contre et pense que les médias doivent payer les impôts. Mamadou Thior était l'invité du jury du dimanche. La synthèse avec Mamadou Dia. Le modèle économique des entreprises de presse n'est plus viable selon Mamadou Thior. Les médias tirent le diable par la queue. Pour le journaliste, il faut adopter la nouvelle loi sur la publicité. Un début de solution à l'en croire. Je pense que si cette loi est adoptée, avec un peu les amendements du monde des médias, ça peut être une première solution. Parce que par exemple, à titre d'exemple, vous voyez les médias de service public, RTS, APS, Le Soleil, auront un financement public et pourront se délester de la publicité jusqu'à hauteur de 80-90%. Et toute cette manne-là que, par exemple, une maison comme la RTS Captée peut profiter à un média, à des médias, si les gens sont vraiment créatifs. Parce que aussi, les gens qui font de la réclame, ils n'iront que vers les médias où leurs produits peuvent être visibles. Parce que ça aussi, il faut que les médias puissent être vraiment créatifs pour attirer cette publicité-là. L'autre alternative se nomme le Fonds d'appui et de développement de la presse, selon le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Il doit jouer le rôle de garantie pour les médias, afin que ceux-ci puissent lever des financements dans les banques. Je prends la maison où nous sommes, Emedia Invest. Emedia veut vraiment agrandir, investir. Il peut se rapprocher du fonds et le fonds va servir de garantie pour lever des fonds au niveau d'une banque. Ça peut être 5 milliards et le fonds va lui servir de garantie. Mais malheureusement, ce mécanisme-là n'est pas encore opérationnel. On l'a dit au ministre, il est temps que vraiment le fonds, je pense, est dans sa 3e année depuis qu'il a commencé à réellement exister. Il est temps de faire opérationnaliser ce mécanisme-là pour aider beaucoup de médias. Parce que ça aussi, nous l'avions fait à cette fin, pour aider beaucoup de médias à vraiment traverser ces périodes qui sont difficiles présentement. Sur l'amnistie fiscale des médias, Mamadou Thior pense que le gouvernement doit faire preuve de souplesse, mais précise que les organes de presse ont le devoir de payer les impôts. Les médias, fondamentalement, doivent payer les impôts. Parce que la maman qui vend les cacahuètes dans le coin, là, elle paye ses impôts. Donc ça aussi, il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, il peut y avoir des mécanismes assez souples pour voir comment peut-être étaler ça
parce qu'il y a beaucoup de charges au niveau des entreprises de presse. Et des fois, ce n'est pas facile, surtout quand on est un privé et quand on n'a pas derrière un investisseur qui a les reins solides. Le président du CORED propose des discussions dans ce sens pour des solutions pérennes et viables. Nous n'avons de compte à rendre ni aux politiques ni aux journalistes. Pour ce qui concerne les journalistes, le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie juge la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko inopportune. Mamadou Thior martèle que la presse ne demande aucun compte et reste dans la limite de ses prérogatives. Un rôle de sentinelle qu'elle va plus que jamais donc poursuivre, suivant les explications de Mamadou Thior, interrogé par Hassan Gueye. Oui, je pense que c'est une déclaration malheureuse, si vous voulez mon avis, parce que il doit savoir, le Premier ministre, que même si lui, quand il était opposant, il se passait de la presse avec ces lives qu'il faisait, la presse a un rôle éminemment important à jouer dans une démocratie. Regardez, depuis qu'il est élu Premier ministre, les équipes de la RTS, ils passent constamment au journal télévisé. Donc ça, c'est la presse. On ne peut pas mettre la presse sur le même pied que les réseaux sociaux. Et on se rend compte de ça quand on est aux affaires. Je pense que la presse est là pour jouer son rôle, pas pour mettre des bâtons dans les roues. Nous sommes là pour voir ce qui est bon, l'exposer, ce qui est mauvais aussi, on l'expose. Maintenant, c'est le peuple qui apprécie, et pas pour mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre et de son gouvernement. S'il le comprend comme ça, c'est bien, parce que je pense que dire que je n'ai pas de compte à rendre à la presse est, comme on dit, un chien de garde. Donc, pour voir un peu ce que le nouveau régime va faire, moi j'estime que c'est très tôt, mais la presse doit être un chien de garde de tous les jours pour faire en sorte que ceux qui sont là puissent faire plus et mieux que ceux qui sont partis. Et puis retenez que les conclusions des assises de la justice sont attendues le 4 juin prochain. En attendant, nous nous sommes intéressés au service de l'avocat. Des justiciables sénégalais ont des appréciations partagées sur le sujet. Des anciens détenus, pour leur part, estiment que les avocats ne prennent pas le temps de s'approprier de leur dossier. D'autres, en revanche, disent n'avoir rien à leur reprocher. Tout ceci contenu dans ce reportage signé à Lyon Sawa. yombul parce que ni nga war a taxawoo daanaka duñ la taxawoo noonu dañuy jël sa xaalis en même temps ñu war la taxaw ne la dinaa la génne ñu lay dawloo naa la tey suba ginnaaw suba. Fraîchement sorti de prison, Ngagne Diop a souffert le martyre avant de rencontrer son avocat. Pour ce jeune chauffeur croisé au rond-point Jet d'eau, la robe noire engagée par sa famille n'a pas rempli sa part du contrat. Sama avocat man ñetti yoon laa taxaw benn yoon bi ma ñëwee gisuma ko. J'ai été à l'audience 3 fois. La première a été renvoyée. La seconde, le plaignant n'est pas venu. C'est le 3e jour que j'ai vu mon avocat. Et il m'a juste posé une question et je l'ai répondu. Ensuite, il a parlé au juge. C'est seulement ce qu'il a fait alors que je l'ai payé 200 000 francs CFA. Quand mes grands frères lui parlaient, il ne les écoutait même pas. Mais ben yoon laa ko fa gis te gis gi ma ko fa gis maanaam jàppale wu ma ci dara lekk na sama xaalis bi ko samay mag di wax ak moom sax da leen doon ñàkk kers. Un peu plus loin, nous rencontrons Medoune Nia. Ce cultivateur de profession a complètement vécu le contraire. Selon lui, tous les dossiers qu'il a eu à régler au tribunal étaient facilités par ses avocats. Parfois, il m'arrive de régler des dossiers au tribunal, mais c'est pas difficile pour moi de trouver un avocat. Il me facilite les audiences. Vraiment, les avocats sont disponibles et m'aident beaucoup dans mes dossiers. La présence de l'avocat est essentielle lors d'une audition ou d'une audience. Cependant, certains Sénégalais rencontrés ont du mal à s'approprier les services d'une robe noire. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a tenu sa 41e réunion plénière de la commission technique. Les rapports d'évaluation mutuelle de l'Union des Comores et de suivi du Bénin ont été examinés. En ce qui concerne le Sénégal, les responsables du JABA fondent beaucoup d'espoir sur l'issue de son processus de lutte contre ce fléau.
Mtagakan pour plus de précisions. L'Union du Comore et la République du Bénin sont les deux pays dont les rapports seront passés au peigne fin durant ces travaux. Dans le cadre de la présente plénière, nous allons examiner le rapport d'évaluation mutuelle de l'Union Comore, le rapport de suivi de la République du Bénin, mais c'est aussi le moment pour faire l'état des lieux, faire une auto-évaluation, voir comment nous sommes en train de mener nos activités, mais surtout comment nous assurer que nos activités sont conformes avec ce qui se fait au niveau du réseau mondial. Il a fait savoir que le Sénégal est dans la bonne voie dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et autres. Comme vous le savez, le Sénégal est dans le processus de ICRG. Il y a un plan d'action que le Sénégal est en train de mettre en œuvre. Donc, nous sommes sûrs qu'à la fin de ce plan d'action, et une fois que le Sénégal sortira de ce processus de l'ICRG, on ne parlera pas seulement des questions du blanchiment de capitaux, mais aussi tous les crimes transnationaux, économiques et autres. Le Sénégal pourrait les prendre à bras le corps. Et ce n'est pas seulement la CENTIF, mais nous avons aussi des agents chargés des enquêtes et poursuites qui sont aussi en train de travailler dans ce cadre. Il est prévu la tenue de la 21e réunion du comité ministériel le samedi où la boucle sera bouclée. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.